Hello. Je sais pas vous, mais moi il y a un sujet en fait qui me titille depuis quelques temps déjà. On en a déjà parlé durant certains lives, on en a déjà parlé durant certaines vidéos, plus évoquées qu'autre chose d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui on va essayer de l'aborder de manière un petit peu plus complète, ou du moins essayer d'introduire un petit peu le sujet. D'autant plus que c'est pas forcément un sujet qui va faire du bien, puisqu'aujourd'hui on va parler de la relation très bizarre que les gens ont avec la rampe en commandeur. La rampe, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est simplement le fait de réussir à avoir plus de mana, obtenir plus de mana d'une certaine façon, ou d'une autre, voilà, puisqu'il y en a plusieurs, on va en parler un petit peu, et d'en obtenir plus que ce qu'on devrait avoir. Et du coup, on va en parler un petit peu aujourd'hui, parce que il y a un paradoxe dans le fait que la rampe existe en commandeur, on est dans un format qui s'accélère de plus en plus, et qu'aujourd'hui, en fait, toutes les cartes de rampe ne sont pas du tout perçues de la même manière par les joueurs en général, et du coup, on va en discuter aujourd'hui. Alors préparez-vous, installez-vous, sortez vos boules anti-stress pour ceux qui vont avoir du mal à parler de ce sujet-là, mais aujourd'hui, moi je vais vous parler, de ce sujet très paradoxal du commandeur, la rampe qui n'est pas la même pour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la tour de commandement, ici Thibaut, et oui, une petite introduction qui change un peu d'habitude, et voilà, aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet qui va être un petit peu bizarre, un sujet qui peut paraître extrêmement banal en commandeur. Parler de la rampe, c'est un truc que tout le monde a tendance à prendre en compte dans la construction de ses decks, mais aujourd'hui je vais en parler un peu sous l'aspect très paradoxal que la rampe peut avoir en fait dans le commandeur. Mais avant toute chose, vous le savez, vous la connaissez, c'est la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Alors, pourquoi sujet paradoxal qu'est la rampe ? En fait parce que, à force d'observation, puisque ce sujet a été inspiré quand même par pas mal de choses, il est arrivé même, j'ai presque envie de dire, en un éclair, en mode tiens, mais il faudrait vraiment qu'on en parle, et là c'est l'opportunité de le faire entre deux éditions qu'on a analysées. Ce sujet a été motivé par plusieurs choses. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les mardis, je m'occupe du live sur notre chaîne Twitch, Help Me Commander, où du coup on discute de sujets sur le Commander. Alors souvent pour répondre à vos questions sur ne serait-ce que de la construction de deck, sur la politique, sur la gestion de l'aspect social, etc., le décisionnel, tout ça. Très intéressant à chaque fois, Vous avez des questions, des fois qui repoussent vraiment un petit peu les questions qu'on se pose d'habitude en commandeur, et ça mène des fois à des réflexions. Sauf qu'il y en a un qui est revenu récemment plusieurs fois, sous plusieurs aspects en fait, de plusieurs façons, et du coup c'est celui de la rampe. Alors, vous allez me dire, bon, la rampe c'est facile, c'est basique, tous les decks ont de la rampe. Oui, tous les decks ont de la rampe, c'est bien qu'on commence par ça. Parce que la rampe, c'est un élément très singulier, qui est dans la catégorie, on va dire, utilitaire des cartes généralement utilisées dans les decks. C'est-à-dire les cartes qu'on va avoir comme si on a de la pioche, si on a de la gestion. Dans la plupart des decks, on va en avoir un petit peu de chaque, en plus ou moins grande quantité selon vos préférences, selon les types de decks, etc. Parce que par exemple, un deck qui aime beaucoup avoir des terrains qui arrivent en jeu, bonjour à Easy, voilà, lui, la rampe, il va l'adorer, notamment quand c'est de la rampe à terrain, mais justement, il n'y a pas que ça, voilà. Il n'y a pas que ça du tout. Donc, il y a le Help Me Commander qui m'a motivé à faire ça, mais il y a également les observations sur mes propres decks, et sur vos decks également, que ce soit ceux que vous faites évaluer sur le Discord de la tour de commandement, que je vous invite évidemment à aller visiter, comme d'habitude, et également ceux que vous mettez, en fait, pour discuter autour de vos constructions de decks. Voilà. Je vous avoue que il y a un paradoxe assez dingue qui est en train de se mettre en place dans le commandeur, et je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait repéré.
ce paradoxe, c'est que les gens n'ont pas forcément toujours le droit de ramper de la même façon. Alors vous allez me dire, bah oui mais Thibaut c'est normal parce que le vert il rampe comme ça et les autres couleurs elles rampent autrement. Oui, alors petite explication de pourquoi la rampe est très différente en fonction des joueurs, notamment en fonction aussi des couleurs surtout. C'est ça qui est important. En fonction des couleurs, eh bien il y a une couleur qui domine le fait de ramper, donc gagner plus de mana qu'on devrait en avoir. Vous le savez, vous êtes probablement au courant, c'est le vert. Le vert, il a cette possibilité-là, puisque le vert a plusieurs cartes déjà qui lui permettent, donc qui sont entre guillemets les sorts de rampe très classiques. Eh bien, ça lui permet en fait d'aller chercher directement des terrains, qu'ils soient basiques ou qu'ils aient un type en particulier, et de les mettre directement sur le champ de bataille, ou éventuellement dans la main, ou parfois même les deux. Et c'est la seule couleur réellement qui peut le faire sans aucune condition. Le blanc l'a un petit peu fait également, mais il y a toujours des conditions. Il faut qu'un adversaire fasse ci ou ait plus de terrain, etc. Nanana. Oui, en effet, voilà. Il y a des conditions pour le blanc de le faire. Et on ne peut pas vraiment passer à côté de ce fait que le blanc a une option de pouvoir faire un petit peu pareil. Mais la plupart du temps, malheureusement, c'est dans la main. Donc du coup, c'est pas vraiment de la rampe, c'est du tuto. Voilà, puisque le tuto, c'est le fait d'aller chercher dans la bibliothèque une carte, ou un type de carte en particulier, ou une carte avec des restrictions particulières, par exemple des créatures avec une force, etc., et de la mettre directement dans la main. Mais ça, c'est du tuto, parce que ça permet d'aller chercher une carte et de la mettre dans sa main. Moi, quand je vous parle de rampe, c'est vraiment le fait de gagner du mana supplémentaire. Mais le vert n'a pas que les sorts de rampe. Il a également les dorks, c'est-à-dire les créatures qui vont faire du mana en s'engageant. Que voilà, je peux vous en citer plein, bien évidemment, mais on va y arriver un petit peu après, hein. Je vais vous citer beaucoup de cartes pour que vous puissiez faire votre petite liste. Alors la prochaine fois que je joue vert, je joue tout ça. Pas de problème, vous aurez la liste complète, ou presque, voilà. Donc du coup, on a ces deux éléments-là qui sont très présents en vert, et qui sont super intéressants, parce que la rampe arrive relativement tôt en vert, on a de la rampe pour 2, on a de la rampe pour 3, on a de la rampe éventuellement pour 4, mais généralement qui va chercher 2 terrains qui les met en jeu, donc c'est très fort. Et on a évidemment les dorks qui sont à 1, à 2, parfois à 3 selon les types de jeux que vous jouez, mais voilà, on a tous ces éléments-là, tous ces outils-là qui sont présents pour le vert. C'est quand même beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qu'elles ont les autres couleurs? Alors, à part le blanc qui a cette possibilité d'aller chercher des terrains, mais sous conditions qui sont du tuto, et donc du coup pas vraiment de la rampe, sauf cas exceptionnel, eh bien, ils n'ont pas grand-chose d'autre. On a des moyens de faire du mana de manière impulsive, j'ai envie de dire, pour le noir et le rouge notamment, c'est-à-dire faire X mana de la couleur en question, c'est du mana noir ou du mana rouge, et du coup, voilà, vous l'utilisez, puis voilà, c'est généralement des éphémères ou des rituels qui permettent de le faire. Ces cartes sont très appréciées, hein. Généralement elles sont très jouées. En noir, on a Messe Noire, que je peux vous citer, qui est un des très grands classiques. Pour un noir, on fait 3 noirs. Très bien, c'est très rentable. Et en rouge, on en a plusieurs, hein, bien évidemment. Il y en a un très récent que je ne peux pas passer à côté, hein, c'est Jeska's Will, la volonté de Jeska, qui permet de faire autant de mana rouge que le nombre de cartes dans la main d'un adversaire. Donc c'est déjà pas mal. Et évidemment, il y a l'un de ceux sur lequel on râle le plus, et je suis le premier à râler dessus, mais aujourd'hui je vais peut-être... Voilà, je vais un peu jouer dessus. C'est bien sûr l'extorqueur des quais, qui fait autant de trésors que le nombre d'artefacts et d'enchantements que vos adversaires contrôlent à son arrivée en jeu. Alors ça du coup, on va en reparler. Mais avant, je ne peux pas passer en fait là-dessus sans évoquer également tous les cailloux, c'est-à-dire les artefacts qui produisent du mana, que ce soit du mana de incolore, une seule couleur, 2 couleurs, n'importe quelle couleur éventuellement, ça arrive également. Il y en a à peu près toutes les valeurs, on a des artefacts à 0, on a des artefacts à 1, à 2, à 3, à 4 et même plus des fois, qui font beaucoup plus de mana, mais du coup qui coûtent évidemment beaucoup plus cher. Et on va en reparler aussi, parce qu'il y en a quelques-uns dedans qui font un peu tiquer les joueurs en général, et c'est un peu le cœur de tout ce que je vais évoquer aujourd'hui. On va faire une comparaison, en fait, entre ce que le vert a en termes de rampe, et ce que les autres couleurs ont, le peu que les autres couleurs ont droit, en fait, en termes de rampe. Et vous allez peut-être revoir votre jugement, ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'en discuter dans les commentaires de la vidéo, hein. On est là pour ça. Mais voilà, moi ce sont mes observations. Si vous dites juste que vous n'êtes pas d'accord, je vous dirais juste, oui, moi je vous raconte ce que j'ai observé, donc vous avez le droit de pas être d'accord. Moi c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je calcule là avec tout ce qui a
tout ce qui a été compilé par l'équipe et moi-même. Donc, parlons un petit peu de tout ça. Pourquoi est-ce que le vert, aujourd'hui, est une couleur qui a cette dominance en termes de rampe? Alors, quand je dis dominance, c'est pas à la légère, hein, parce que les gens, vous allez peut-être dire, bah oui, attends, voilà, c'est bon, le vert, il rampe, c'est dans sa nature, je suis complètement d'accord, mais est-ce que vous vous rendez compte du nombre de rampes auxquelles le vert a accès? Je parle juste en mono vert, hein. Je ne parle même pas en combinaison avec d'autres couleurs, parce que des fois on a des dorks, on a des sorts qui permettent de ramper et qui combinent une autre couleur en plus. Voilà. Moi je vais vous parler juste du mono vert. Déjà, allez, je le fais de tête là, préparez votre liste, du coup vous préparez votre calepin. Rien que en sort de rampe, je parle donc de sorts, généralement des rituels, qui vont aller chercher un terrain et qui vont le mettre en jeu. Un ou plusieurs terrains. À 2 mana, on a la croissance luxuriante, on a 3 visites, on a Sapiens Naturaliste, je vais y arriver, on a Into the North, vers le nord, qui permet d'aller chercher un terrain neigeux, on a Farsic, j'ai oublié le nom en français, Cherche au loin, voilà, qui permet d'aller chercher tout sauf une forêt. Déjà ça c'est pas mal, je pense, hein, si on part sur les rampes à 2, pardon. À 3, on en a 2 dont je vais vous parler, ça va prendre beaucoup de temps à vous en parler. La culture, la portée du Kodama notamment, et on a une 3ème qui est à la recherche de demain, qui peut être jouée en suspension en fait pour un vert. Donc en fait, en soi, ça peut être techniquement un sort de rampe qui ne coûte que 1, et en plus qui fait arriver le terrain dégagé, donc ce qui fait une énorme différence. Et ensuite à 4, on en a plusieurs, la revendication de l'Inciel, et puis tous les autres qui ont été sortis derrière, qui font arriver 2 terrains engagés, que ce soit des basiques, il y en a qui vont chercher des portes également, donc voilà, vous en avez plusieurs qui existent, je vais pas vous faire la liste complète, mais il y a déjà tous ces sorts-là qui existent. Vous vous rendez compte quand même qu'il y en a beaucoup, sachant que je n'ai pas encore évoqué l'autre chose, les dorks. Les dorks, si on prend les dorks à 1 mana, on a Oiseau de Paradis, Elfe de Lianovar, Mystique Elfe, on a l'elfe cordélien, on a également un autre elfe qui fait du mana incolore et dont j'ai oublié le nom, qui est neigeux. Excusez-moi, là, ça me revient pas. Je l'ai plus. Donc déjà, on a cela, on a Charmidriade, si on veut également, mais elle qui coûte 0 et qui a un terrain. Donc bon, si vous voulez, pourquoi pas. On en a plein d'autres également à 2, Marraine des Floraisons si vous jouez multicolore, on a Prêtresse de Titania si vous jouez avec des elfes, on en a plusieurs comme ça qui existent, qui font du mana de n'importe quelle couleur, je vais vous les passer, mais voilà, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, en Utopia de Paradis qui est jouable dans toutes les couleurs, voilà, vous serez content qu'on puisse avoir ça maintenant, également dans toutes les couleurs, et donc du coup, pas uniquement pour le vert, ça fait plaisir, yes. Mais le vert, du coup, a tous ces outils qui sont relativement rapides, et il y en a 2 dont j'aimerais parler, principalement, oui, je les ai évoqués, il y a Culture et Portée du Kodama. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces sorts-là, je pense que vous les connaissez en vrai, hein, c'est peut-être que vous avez oublié le nom, etc., parce que ce sont des cartes qui sont beaucoup rééditées, quasiment de manière systématique, au moins l'une ou l'autre, voire parfois même les 2, dans les decks préconstruits qui contiennent du vert, puisque chacun de ces sorts coûte 3 mana, c'est un rituel à chaque fois, et va vous permettre d'aller chercher 2 terrains de base dans votre bibliothèque. L'un va arriver en jeu sous votre contrôle engagé, et l'autre dans votre main. Mais, l'une comme l'autre, ces cartes en fait sont extrêmement puissantes. Pourquoi? Parce que déjà, on a de la rampe, donc du coup, bah, c'est plutôt pas mal, mais également, on a la récupération d'une carte dans la main. C'est-à-dire qu'en termes de card advantage, en gros, le nombre de cartes que vous avez en main, vous êtes à 0, parce que vous avez utilisé une carte pour récupérer une carte. Vous allez me dire, mais Thibaut, c'est bon, voilà, t'as récupéré une carte, t'es content, tranquille, quoi. Oui, alors, il y a un léger souci également en termes de statistiques. En termes de statistiques, vous avez lancé un sort qui vous a permis de retirer 2 cartes de votre bibliothèque. Des cartes jugées comme non actives, c'est-à-dire des terrains, c'est-à-dire que des cartes qui ne font rien à elles seules et qui sont là pour permettre de jouer d'autres cartes, donc les terrains, évidemment. Et du coup, vous retirez ces 2 cartes-là du deck. Sauf que, imaginons que vous avez lancé également avant une croissance luxuriante. Vous lancez une croissance luxuriante, vous allez chercher un terrain qui arrive de base qui arrive en jeu engagé. Du coup, vous avez déjà retiré un terrain, vous jouez ceci, vous avez retiré encore 2 terrains. Si vous avez fetché éventuellement, donc que ce soit avec un vrai fetch entre guillemets, ou les autres fetch disponibles, eh bien vous avez encore retiré un terrain. En termes de statistiques, en fait, le fait d'aller retirer directement les terrains de la bibliothèque, ça va accentuer le fait que vous puissiez piocher des cartes dites
actives, c'est-à-dire des cartes qui ne sont pas des terrains et qui ont du coup des effets, que ce soit des éphémères, rituels, créatures, etc. Vous avez compris l'idée. Donc, en termes statistiques, ça change quelque chose. Alors, j'en vois déjà qui vont arriver avec leurs grands chevaux, là. Voilà, oui, je fais très mal le cheval, c'est pas grave, voilà. C'est pas ça qui est essentiel. Mais, je vois un petit peu arriver, c'est dire, oui, mais bon, les statistiques, c'est pas en retirant 4 cartes que, voilà, ça va changer grand-chose. Oui, alors, sauf que, on rappelle que, déjà, un deck de commandeur, c'est 100 cartes. Vous avez le commandant qui est en zone de commandement, donc vous en avez plus que 99 dans le deck au départ. Vous piochez 7 cartes, donc vous en avez 92. Et on va dire que toutes les actions que je viens de donner, que ça soit le fetch, croissance luxuriante et une portée du Kodama ou culture, vous pouvez les faire d'ici le tour 3. Donc vous avez pioché 3 cartes, entre-temps. Donc vous êtes à 99 cartes dans le deck. Vous en retirez 4. Donc vous avez déjà 15 cartes du deck, au total, qui sont parties de votre deck, entre celles que vous avez piochées et celles que vous avez tuto. Et le commandant, bien évidemment. Ça commence à faire une différence, je veux dire, 15 cartes dans un deck de 100 cartes, on approche des 20%, enfin c'est 15% quoi, lol. Oui, on approche quasiment des 20%, et autant vous dire que bah ça a un impact. Et dites-vous que là je n'ai mis que 2 cartes de rampe, qui permettent d'aller chercher des terrains, d'accord. Imaginez ce qui se passerait si, en fait, au lieu d'en mettre 2, enfin au lieu d'en jouer 2, vous en jouiez 4. Une culture en plus de votre portée du Kodama, et par exemple, 3 visites, quoi, tout simplement. Ça commence à faire beaucoup, en fait. Voilà. Mais il y a des decks en vert, et il y a beaucoup de decks en vert, à partir du moment où on a besoin d'une grande quantité de mana, ou même juste une quantité de mana plutôt moyenne, et bien en fait qui vont jouer ces cartes de rang de manière systématique. Et évidemment, comme le format du commandeur a tendance aujourd'hui à s'accélérer beaucoup, à vouloir jouer plus vite, plus fort, etc. Non, ça n'est pas la réplique d'une célèbre émission de télé. Eh bien, c'est vrai que ce genre de situation va avoir tendance à stabiliser un petit peu les sorties et à faire en sorte que tout se passe un petit peu mieux, quoi. C'est-à-dire, je retire des terrains, je retire des terrains, je retire des terrains, et donc, ça veut dire que j'ai plus de chances de piocher de la carte active et pas de piocher mon 7ème terrain de suite, parce que, voilà, j'ai pas de bol, quoi. Oui, c'est du filtrage. À chaque fois, c'est du filtrage. Et ce côté où portée du Kodama et culture, notamment, ainsi que d'autres, sont réédités de manière quasi systématique par Wizards, ça fait que ce sont des cartes qui viennent extrêmement communes, en fait. Et qu'on arrive, la blague c'est que ce sont des communes et non-co, bon, c'est pas très difficile non plus à trouver, mais surtout qu'elles sont très faciles d'accès, et donc du coup qu'elles sont jouées de manière un petit peu systématique, parce qu'après tout, c'est juste du mana supplémentaire. Sauf que, c'est là où je trouve ça un petit peu vicieux, parce que il faut comprendre une chose, il y a une autre carte dont on va parler, qui est rééditée de manière systématique dans tous les decks commandeurs, ou presque, et sur laquelle les gens ont tendance à beaucoup se plaindre. Et je n'ai jamais, personnellement, depuis que j'ai commencé le commandeur, donc ça fait quand même 10 ans déjà maintenant, je n'ai jamais adhéré à ce discours, c'est l'anneau solaire. L'anneau solaire, donc du coup, un artefact pour 1 mana qui en produit 2 incolores, et du coup qui est joué dans beaucoup de decks. Et j'ai vu énormément, mais alors quand je dis énormément, c'est vraiment, je compte plus, voilà, à ce stade-là, c'est juste quasiment une personne sur 2 qui se plaint de l'anneau solaire, et j'ai envie de dire pourquoi. En comparaison avec ce que je viens de décrire avec une portée du Kodama ou une culture, pourquoi l'anneau solaire est si dangereux? Alors vous allez me dire, si, il est mana positif, il coûte 1 mana, il en fait 2. De la même façon, il y a 2 autres artefacts qui agissent, qui sont joués, j'ai envie de dire, à l'occasion et qui sont considérés comme problématiques, un peu de la même façon, c'est la mana crypte, la crypte de mana, pour 0 qui fait 2 mana incolores, mais également qui peut vous mettre 3 au début de votre entretien, voilà. Donc pour moi un petit peu plus problématique quand même que l'anneau solaire, mais j'imagine que le côté budget restreint le nombre de fois que vous allez la voir en partie, et donc les gens sont moins, enclins à râler dessus. Et de l'autre côté, on a le mana volt, c'est-à-dire l'arche de mana, qui elle coûte 1, elle fait 3 mana incolores, mais par contre, elle reste engagée et elle met des dégâts, sauf si vous payez 4 au début de votre entretien. Du coup, ce qui fait qu'il y a une contrainte qui fait qu'elle est moins jouée, et que du coup, même si elle est jouée, c'est un bon boost quasiment comme un one-shot, un petit peu à la manière d'une messe noire. Voilà. Donc, ok,
pas de problème. Ces cailloux-là sont aussi assez problématiques, on peut le dire. Après, il y a tous les MOX également qui sont jouables dans le format, mais souvent ils ont des contraintes aujourd'hui, puisque les MOX originaux sont bannis, et tous les autres MOX ont des contraintes qui font que, en gros, on accepte leur existence parce qu'il y a une contrainte à côté, même si ça coûte 0. Pourquoi pas? Ok. Maintenant, l'anneau solaire, pourquoi est-ce que, en comparaison déjà avec ces cailloux-là, il est problématique? Pourquoi est-ce que Anneau Solaire est plus problématique qu'une portée du Kodama? Vous allez me dire, mais oui, mais parce qu'il est mana positif, pas portée du Kodama. Portée du Kodama permet d'aller chercher les terrains, et ils arrivent engagés en plus. Vous avez raison. Maintenant, je vais retourner sur un des trucs que j'ai tendance à dire très souvent dans mes lives en général, c'est que gérer un artefact, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est probablement le deuxième, c'est normalement, en termes de gestion utilisée généralement dans les decks, etc., c'est généralement le deuxième type de permanent qui est le plus focalisé après les créatures. Il y a le plus d'options pour le détruire, tout simplement, et généralement, comme les artefacts, il y en a quand même relativement beaucoup qui sont joués en commandeur, pour la raison qu'on est en train d'évoquer maintenant, le sujet dont on parle depuis le début, eh bien... il faut avouer que ce côté-là, il fait que le Sol Ring, l'anneau solaire, peut être géré très facilement. Un artefact peut être géré très facilement. Par contre, est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un... Alors, je pense qu'il y en a probablement qui me diront « Oui, c'est un connard, tout ça ». Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui gérait des terrains de base? J'ai dû voir ça une fois. Et c'était pour une très bonne raison, généralement, c'est parce que le mec fait n'importe quoi, mais en fait il a que un terrain qui lui produit une des couleurs essentielles pour que son deck fonctionne, et du coup tu lui pètes, et là d'un seul coup, il peut plus rien faire. En effet, là-dessus je peux comprendre, ça j'ai déjà vu une fois, c'était pas moi, c'était pas moi, mais j'ai déjà vu une fois. Mais la question elle est là en fait, c'est aujourd'hui, les terrains sont considérés comme étant intouchables. C'est-à-dire que les joueurs autour d'une table, de manière presque passive, de manière... c'est presque dans la culture du commandeur, ne toucheront pas au terrain. Tant qu'ils en ont pas l'obligation, ils ne toucheront pas. Parfois même, dans leur deck, il n'y a aucun moyen, ou alors, ils les utilisent jamais de cette façon-là, pour détruire un terrain. Et du coup, les terrains, en fait, ils sont safe, ils sont protégés, il n'y a pas de problème, c'est juste une ressource où tu es sûr que tu vas les jouer, il n'y a pas de problème, ça se passe bien, voilà. Ah oui, mon deck, il a besoin de 15 mana pour fonctionner, je fais tout avec les terrains, et t'es là, oui, je rentre dans tous les sens, et donc du coup, j'arrive à mes 15 mana sans problème, et t'es là, oui, mais en fait, qu'est-ce qui fait que les terrains devraient être plus protégés, et enfin, avoir ce côté intouchable, je parle de manière sociale, bien évidemment, contrairement à d'autres types de permanents. Pourquoi est-ce qu'un anneau solaire mériterait d'être détruit, alors que derrière, la personne qui a rampé déjà 3 fois et qui est allée chercher 3 terrains supplémentaires durant la partie, elle, il n'y a pas de problème, c'est normal. Ouais? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y dans les commentaires. Mais en fait, en soi, il n'y a pas de raison. Alors, vous voyez où est-ce que je veux venir. Là, il y en a qui me voient arriver et font « Non, Thibaut, non ». Oui, casser les terrains, en fait, c'est loin d'être quelque chose qui doit être vu de manière négative. Parce que des fois, les terrains peuvent être le problème. Que ce soit dans certains terrains spéciaux qui sont juste stupides. Alors, je cite toujours les mêmes, mais mine de rien, ce sont des terrains qui peuvent générer une quantité phénoménale de mana, et qui ne sont pas dans la réserve liste. Voilà, j'ai pas pris ceux-là, parce qu'il y en a déjà qui existent. Mais 2 exemples, Coffre de la Coterie, Cabal Coffers, qui permet de générer une quantité de mana noire qui peut être énorme, gigantesque, et évidemment Nykthos. Si vous jouez monocolore, Nykthos est certainement une carte que vous voulez avoir dans votre mana base, parce qu'elle peut générer une quantité de mana phénoménale. Et honnêtement, pour avoir joué l'un comme l'autre de ces terrains dans des decks monocolores, généralement, ça fait n'importe quoi. Et les tours où on peut activer ces terrains-là et avoir une quantité de mana qui soit produite de manière suffisante, ce sont des tours charnières, généralement. Ce sont les moments où soit la vapeur est inversée, soit, pour le joueur en question, en fait, c'est quasiment une conclusion de la partie. Parce que on génère suffisamment de mana, et une quantité qui est généralement astronomique. Voilà, donc ça c'est pour les terrains spéciaux. Mais du coup, pour les terrains basiques, vous allez me dire, oui, mais Thibaut, les terrains basiques, pas besoin. Oui, alors, je suis d'accord. Après,
de la même façon, moi j'ai une certaine tendance à jouer dans les parties, surtout en début de partie en commandeur, si jamais j'ai un deck qui est assez agressif, qui se met en place dès le début de la partie, la grande question c'est qui est-ce que je vais taper. Et souvent, je regarde deux choses. Le nombre de cartes piochées par les joueurs, c'est-à-dire, est-ce que d'un seul coup, il y a quelqu'un dès le tour 2 qui s'est amusé à piocher 2-3 cartes et hop, on est parti. Oui, là, généralement, je m'inquiète. Soit, de l'autre côté, est-ce qu'il y a un joueur à la table qui a rampé? Que ça soit avec un anneau solaire, ou avec un sort comme Croissance Luxuriante, 3 visites, Portée du Kodama. Je regarde l'un comme l'autre. Pour moi, c'est équivalent. Il n'y a aucune différence. Et je pense que c'est peut-être justement là où il y a un paradoxe. Ce paradoxe, c'est que les personnes ont tendance souvent à distinguer l'anneau solaire et la rampe qu'il apporte de tous ces sorts de rampe et les dorks également à côté, hein, voilà, qui permettent de faire du mana en plus, on en parle, hein. Mais ils ont tendance à distinguer comme si, bah oui, il y en a un, ouais mais c'est le vert quoi, tu sais bien, le vert, il va chercher des terrains, le vert il a des créatures qui font du mana, alors que le fait que derrière 4 autres couleurs dans le jeu, hein, dans le format, soient systématiquement obligés de s'intéresser aux cailloux pour rattraper ce que le vert fait, ça c'est problématique. Je suis désolé, hein, mais bon, il y a un moment, il y a peut-être un problème de calcul, quoi, là-dessus. Ce que j'essaie de dire ici, c'est pas de vous faire dire « Vous aviez tort, oh mon dieu! Regardez, vous avez eu tort depuis le début !» Non, c'est juste de vous faire calculer un petit peu, de prendre en considération ce que je viens de dire, pour vous rendre compte, en fait, qu'à un moment, il y a peut-être un problème, en fait, sur les valeurs qu'on attribue aux cartes. Il y a des choses normales d'un côté, et anormales de l'autre, en fonction de comment on joue, quelle couleur on joue, etc. Oui, c'est pas normal, quoi. C'est ce que, en anglais, on appelle le double standards, c'est-à-dire, alors non, pas le format, non, c'est-à-dire le fait que, on a des situations qui sont similaires, mais bizarrement, comme on parle, le contexte n'est pas exactement le même, donc du coup, d'un seul coup, d'un côté c'est acceptable et de l'autre ça ne l'est pas. Voilà, voilà, c'est plutôt dans les termes sociétals d'habitude, hein, notamment les différences entre les hommes et les femmes, et je ne vais pas rentrer dans ce débat, voilà. Vous irez regarder vous-même le genre de situations qui peuvent arriver. Il y en a qui sont très drôles, des fois on se rend compte que, oui, il y a des choses qui sont très bizarres, des fois, ah, voilà. Et pas forcément dans le sens auquel on s'attend. Donc du coup, ce que je veux dire ici, c'est que prenez en considération ces éléments-là, et en fait, vous vous rendrez compte que la rampe est présente dans toutes les couleurs de Magic, mais pas de la même façon. Sauf que, on a tendance, à cette grosse tendance, à la traiter de manière différente, parce que elle ne fonctionne pas de la même façon. Et justement, en fait, comme elle ne fonctionne pas de la même façon, personnellement, moi j'ai pris de plus en plus le pli, et c'est quelque chose dont on discute beaucoup dans les mi-commandeurs, en fait, de me dire que c'est pas parce que quelqu'un lance un 3 visites que c'est moins impactant que quelqu'un qui lance un caillou, un anneau solaire, ou un Arcane Signet, quoi, un cachet d'ésotérisme. Et que, l'un comme l'autre, ils doivent être considérés, et peut-être même à la même échelle. Alors après, c'est évident que si quelqu'un se met à ramper beaucoup, que ça soit avec des sorts de rampe et des dorks, ou avec des cailloux, les deux, pour moi, doivent être considérés de la même façon. Ça devient dangereux, donc du coup, il faut s'y intéresser, il faut s'intéresser au jeu en question. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a une partie de ces moyens de ramper qui sont plus faciles à interagir avec. C'est les cailloux, voilà, comme je vous ai dit, c'est plus facile. Sauf que, généralement, on ne détruit pas des cailloux. Voilà, on ne détruit pas la rampe. Parce qu'on se dit, ouais, mais en fait, je vais pas dépenser du mana ou des ressources pour aller détruire un caillou qui donne du mana. Et en soi, vous avez raison. Et de l'autre côté, c'est pareil. C'est comme ça qu'il faut penser. Et de l'autre côté, c'est oui, mais je vais pas aller péter un terrain de base parce qu'il est allé utiliser une culture ou une portée du Kodama. Et en soi, vous avez raison aussi, voilà. Donc, l'un comme l'autre, est-ce qu'il y a une immunité de manière générale sur le côté rampe? Pas forcément. Il faut s'en inquiéter également, et du coup, il faut garder l'œil vif et avoir des options pour pouvoir casser l'un comme l'autre. Et par contre, quand vous avez des trucs un petit peu stupides qui se mettent en place, du style des cailloux qui se retrouvent dans une situation où ils peuvent être dégagés en boucle et faire du mana infini, en effet, on peut s'en inquiéter. Et de l'autre côté, quand vous avez des terrains qui produisent des quantités astronomiques de mana, en effet, il faut s'en inquiéter aussi. Il ne devrait pas y avoir d'immunité parce que les terrains sont les terrains. Il devrait avoir une immunité à partir du moment où une carte n'est pas dangereuse. Voilà. Et du coup, ça fait une énorme différence. C'est-à-dire que on va pas péter un dork, on va pas péter un caillou, mais par contre, à partir du moment où il génère une quantité de mana qui est
astronomiques, peu importe le type de carte, il faut s'en inquiéter. C'est là où ça devient intéressant. Donc, revenons et bouclons la boucle un petit peu, parce qu'il y a une carte que j'ai laissée de côté, c'est l'Extorqueur des Quais. L'Extorqueur des Quais, du coup, qui nous permet de faire des trésors en fonction du nombre d'artefacts et d'enchantements chez les adversaires. Sauf que, du coup, voici le résumé de ma pensée, Extorqueur des Quais est très fort en commandeur parce que le vert rampe beaucoup. Ouais, je sais, ça paraît stupide, hein, dit comme ça, mais en partant de la réflexion que je vous ai faite depuis tout à l'heure, le vert rampe beaucoup avec les outils qu'il a, des terrains, des dorks, etc. Et il peut même utiliser les cailloux parce que rien ne l'empêche de le faire, rendez-vous compte. Donc du coup, il peut avoir tout le package, c'est dingue. Et de l'autre côté, toutes les autres couleurs essaient de rattraper la rampe du vert, qui va très vite des fois, selon les decks. Et du coup, comment est-ce qu'ils le font? Ils utilisent des cailloux, parce que c'est la seule option, l'une des rares options, et probablement celle la plus facile à laquelle accéder, pour essayer de rattraper ce retard avec le vert. Donc, Dockside devient fort parce que le vert rampe beaucoup. Comme le vert rampe beaucoup, du coup on fait des cailloux, du coup Dockside est très fort contre la majorité des tables parce que tout le monde essaie de rattraper ce que le vert fait. Ouais, je sais, hein, ça paraît stupide. Mais... voilà, de fil en aiguille, on arrive à ce stade-là, où ce Dockside, en fait, il est problématique, mais pas à cause de lui. C'est d'ailleurs pour ça que, alors, c'est mon avis, peut-être que le comité sera pas vraiment du même avis, qu'un jour, l'Extorqueur des Quais sera banni du commandeur, mais, à mes yeux, ça fait une très bonne raison pour laquelle, en fait, Extorqueur des Quais ne peut pas être banni. Parce que Extorqueur des Quais est bon, parce que le reste du commandeur est comme il est, et qu'il a pris l'habitude de ramper beaucoup, et d'avoir peu de réponses face à la rampe. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'y mettre? Pas forcément. C'est juste que bon, il faut accepter que les cartes qui sont fortes, elles le sont pour des raisons qui sont pas forcément liées à la carte elle-même, mais liées à tout un contexte que nous, en tant que communauté de joueurs commandeurs, on a mis en place au fil du temps, en voulant accélérer nos jeux, en voulant les rendre plus forts, ou bien simplement par bonne habitude, parce que, oh oui, bah je fais ça dans mes decks verts, je fais ça dans tous mes decks, du coup je vais mettre de la rampe partout, je vais piocher beaucoup de cartes, voilà. On cherche un petit peu tous à faire en sorte que nos decks aillent dans une certaine direction, et qu'au bout d'un moment ils puissent s'améliorer, aller un petit peu plus vite, et peut-être parfois pour rattraper d'autres personnes qui elles ont déjà des decks qui vont un petit peu plus rapidement, qui ont un petit peu plus de punch, parfois juste parce que c'est la mode, voilà, tout simplement. Et du coup, bah, à cause de cette mode, qu'on devrait appeler une méta, mais bon, il y a tellement de decks aujourd'hui en commandeur que c'est difficile d'appeler ça une réelle méta commandeur, eh ben, on a pris ses habitudes, et donc du coup, dans ces habitudes, il y a des cartes qui ressortent et qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Pour moi, les cartes de rampe du vert sont extrêmement fortes, parce que c'est devenu une très grosse habitude du vert de prendre les autres couleurs de cours, et mine de rien, aujourd'hui, même en ayant tous les outils qu'on a dans les autres couleurs, bah le vert a encore une longueur d'avance, parce que le vert, quand il se combine en plus avec d'autres couleurs, comme le rouge, par exemple, qui permet de faire du mana en one-shot en plus, il a une combinaison qui est extrêmement value en termes de rampe, et du coup de gain de mana. Voilà. Et en plus, derrière, il peut lui aussi utiliser les cailloux, qui sont l'outil, normalement, des autres couleurs. Sauf que, bah, lui aussi, il y a droit. Et ouais, donc du coup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Donc, petit résumé, bah, ouais, ramper c'est fort. Mais du coup, faut prêter attention à ce que les autres utilisent pour ramper, et faut prêter attention à surtout ce qu'ils en font derrière, et à quel point ça peut être con. Et malheureusement, une carte ne fait pas la différence en termes de rampe, mais par contre, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Wait. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors oui, petite selon les standards de la tour, hein, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Bah Thibaut, c'était encore une demi-heure de vidéo !» Oui. Oui, je sais. Voilà. Mais c'est une petite vidéo pour vous occuper en attendant bah, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, donc là, on va bientôt avoir dans quelques temps les premiers spoilers qui vont sortir, enfin les premiers. Le début de la spoiler season qui va arriver. J'imagine que vous êtes déjà dedans au moment où vous verrez cette vidéo. Mais du coup, bah voilà, il y a plein de choses qu'on va avoir à vous dire à ce moment-là.
Et voilà, j'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver avant le Seigneur des Anneaux, et puis après on enchaînera encore une fois avec une longue période de discussion sur les spoilers et d'analyse complète. On espère que ça vous fera plaisir. Voilà, voilà. Bref, grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. S'il vous plaît, si vous voulez laisser des commentaires, vous avez des avis différents ou des points supplémentaires à apporter, bah allez-y dans les commentaires, mais s'il vous plaît, argumentez. Il y a un truc, voilà, avec moi, ça fonctionne pas. Si vous dites juste, je suis pas d'accord, non, tu te trompes, et que vous m'apportez pas des éléments derrière, je vais avoir tendance à juste, je passe à autre chose. C'est, écoutez, je viens de passer une demi-heure à expliquer, alors bon, si vous prenez pas 2-3 minutes à expliquer votre point de vue, moi je peux pas faire grand-chose. Hein. Voilà, donc bon, si vous voulez discuter, bah n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord de la Tour pour également débattre et discuter avec les autres personnes sur le Discord. Voilà. C'est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et sur ce, on va se laisser. Merci à vous, et à la prochaine. Bye bye.